officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Bonjour. Diplômé en communication, Paris 3, Léna nous parle des accords d'Helsinki et de la paix en Europe. On écoute Léna. Bon, alors donc, notre ami Ag qui va enregistrer. Et... Est-ce que comme ça va ou pas? Oui, oui. Ouais. Ouais. Et surtout, bravo pour vous intéresser à la paix. Oui. Parce qu'on entend beaucoup plus parler de guerre que de paix en ce moment. Or, la paix, ça ne coûte rien. C'est possible en plus. Et ça ne pollue pas. Parce que les guerres polluent. Il ne faut pas oublier cet aspect-là des guerres. Un pays qui a été en guerre, il reste pollué pour des années dans son sol. Donc bon, bravo. Et merci au Moulin à Café de nous accueillir. Voilà. Alors, donc il s'agit des accords d'Helsinki et de la paix en Europe. Ça fait 3 thèmes. Il y aura un quart d'heure par thème à peu près. Et puis des pauses, d'une pause à chaque fois, où vous pourrez partager vos connaissances aussi, parce que vous avez des connaissances que je n'ai pas. Si j'ai des connaissances que vous n'avez pas, la réciproque est vraie aussi. Voilà. Alors, je commencerai peut-être par les accords d'Helsinki. Est-ce que quelqu'un a des souvenirs des accords d'Helsinki? C'était dans les années 70, 73 ou 75. 75. Oui, et quoi d'autre? Quelqu'un d'autre a des souvenirs? Alors, c'était au programme de 3e à une époque, mais je crois que maintenant ça n'y est plus. Vous pourrez vérifier si vous connaissez des jeunes qui sont en 3e. Vous regarderez dans le livre d'histoire de 3e, est-ce qu'on parle encore des accords d'Helsinki? Les accords d'Helsinki, c'était une idée des Russes. Et c'était pour la sécurité et la coopération dans toute l'Europe, dans tout le continent européen. Ces accords ont été signés par tous les pays du continent. Et cette année, ils ont eu 50 ans. Vous en avez entendu parler, les 50 ans cette année? 1er août. Silence assourdissant. Hein? Ben oui, pour la simple raison qu'ils ont été violés par les 12 fondateurs de l'Union européenne. Je vous expliquerai comment. Pardon? Oui, c'est violation des accords d'Helsinki en fait. Alors, les accords d'Helsinki avaient prévu 10 engagements. On appelle le décalogue. Il y avait 10 engagements à respecter pour la sécurité et la coopération dans tout le continent. C'est quand même pas mal, hein? Alors, dans les 10 engagements, il y avait: on ne modifie plus les frontières d'un État sans l'accord de toute la population. Vous me suivez là, ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la préparation du traité de Maastricht? La Slovénie a voulu être indépendante parce qu'en fait elle achetait ses matières premières au sud de la Yougoslavie, Serbie-Macédoine, pas cher, et elle faisait commerce avec ses pays frontaliers, Allemagne, Autriche, où elle gagnait quand même beaucoup plus d'argent. Donc elle a voulu être indépendante, ça ne posait aucun problème. La Yougoslavie, qui faisait la moitié de la France, avait la constitution la plus longue et la plus complexe d'Europe. Mais c'était une fédération, hein, c'était pas une république. Et il était prévu donc une partie, puisqu'elle était composée de 6 parties, une partie pouvait quitter la fédération à une condition: consultation de toute la population, conformément aux accords d'Helsinki. C'était également inscrit dans la Constitution.
Les Yougoslaves n'ont pas été consultés. Le président de la Yougoslavie à l'époque était Stipe Mesić. Les Yougoslaves n'ont pas été consultés et l'Allemagne a reconnu l'indépendance de la Slovénie, indépendance licite et illégale. Et parmi les 11 qui préparaient le traité de Maastricht avec l'Allemagne, le traité de Maastricht a pris 18 mois de préparation, 90-92. L'Allemagne a menacé ses 11 partenaires. Si vous ne me suivez pas, je ne signerai pas le traité de Maastricht. Ça n'aurait peut-être pas été plus mal. Hein. Et en plus, elle n'était pas toute seule, l'Allemagne. Elle était accompagnée du Vatican, qui aujourd'hui, il faut le savoir, fait quand même plus de politique que de religion. Voilà. Donc, voilà pour les accords d'Helsinki. Donc, il faudrait les réhabiliter, je ne sais pas, les revoir. Mélenchon avait le projet, lui, de renforcer, justement, cette organisation, qu'on appelait à l'époque la CSCE. Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, qui était chargée de vérifier si les désengagements étaient bien respectés. Et en 92, l'Union européenne a décidé de mettre un O à la place du C, ce qui n'a aucun intérêt. Elle a mis organisation à la place de conférence. Comme ça, les gens savent plus de quoi on parle, et c'est bien le but recherché. Donc vous avez un que sais-je à ce sujet-là. Je l'ai apporté. Oui, je dis. Ah voilà. Vous avez donc le que sais-je. Vous avez le que sais-je 2661 sur les accords d'Helsinki. Alors, pourquoi je l'ai trouvé? Il est sorti en mars 92. Et en juillet 92, il y a eu un article de Paul-Marie Delagorce. Certains connaissent ce journaliste du monde diplomatique. Un journaliste vraiment chevronné, hein, qui est décédé maintenant. Il a fait un article dans le monde diplomatique, en juillet 92, je vous recommande la lecture de cet article, 2 pages et demie, où il parle de la violation des accords d'Helsinki. Alors évidemment, j'ai cherché des renseignements sur cet organisme. Eh bien, le que sais-je avait disparu des rayons. J'ai dû le commander pour l'avoir. Voilà, donc je l'ai eu. Donc le que sais-je 2661 et l'article de Paul-Marie Delagorce dans le monde diplomatique de juillet 92, c'est vraiment, si vous pouvez les lire, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour les accords d'Helsinki, voilà. Donc vous avez bien compris comment ils ont été violés. Donc les 11 qui ont été menacés, évidemment, 3 semaines après, ils ont suivi, parce qu'ils ont eu peur, tout simplement. Donc ils sont complices de la violation. Et tous les États qui ont rejoint l'Union européenne par la suite sont également complices de cette violation. Ils ne le savent même pas. Ils ne veulent pas le savoir. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Je ne sais pas, si vous me direz ce que vous en pensez. On peut en discuter. Il y a un Excel qui parle pas dedans. Vas-y. Bon, ben je continue alors. Vas-y. Il faut vraiment parler de ton micro. Ouais. Qu'est-ce que je vais mon téléphone? 1, 2, 1, 2, 1. Et pourquoi il ne marche plus celui-là? 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. Ah oui, voilà. Mais il clignote. Je vais changer la batterie. Donc voilà, il est 20h20, donc on peut ouvrir un petit peu le débat s'il y a des gens qui ont des choses à dire, des questions à poser. Oui, est-ce que je peux me permettre, Oui? étant donné que je suis slovène, juste d'apporter une mini rectification. Pardon? Je voudrais apporter une mini rectification. Oui? La Yougoslavie avait donc, comme vous l'avez dit, une constitution confédérale. Oui? Et il se trouve que
c'était le droit de séparation était inscrit dans cette constitution. Avec le référendum prévu de la population. Oui, il a été emporté par 92% de Slovènes. Mais bien sûr que si. Mais c'est toujours notre fête nationale. Nous avons une fête nationale le 21 décembre. Le référendum a été organisé où et par qui? Pour qui? Mais par les Slovènes qui voulaient se débarrasser. Le référendum yougoslave. C'était pas comme ça que c'était écrit. Si. Mais non. Ah ben j'ai les documents. Madame est slovène. Le point, parmi les 10 points des accords d'Helsinki, on ne modifie plus les frontières d'un État sans la consultation de la population de tout l'État. On est d'accord. Eh bien, il n'y a pas eu cette Mais consultation. on n'a pas changé, dans toutes les guerres de la Yougoslavie qui se sont ensuivies, on n'a pas changé 1 centimètre de frontière. Toutes les frontières sont restées en l'état. Évidemment que la frontière de la Fédération yougoslave est modifiée si la Slovénie la quitte. La Slovénie est au nord de la Yougoslavie, elle est frontalière avec l'Allemagne et l'Autriche. Si la Slovénie quitte la Yougoslavie, les frontières de la Yougoslavie sont forcément modifiées. Ben oui. Bon, enfin, merci d'avoir eu le courage de prendre la parole. Comment? Quelqu'un d'autre veut intervenir? Vous vouliez dire que d'un point de vue juridique, c'est modifié. Peut-être que la dame, elle veut dire que géographiquement c'est pareil, mais que d'un point de vue juridique c'est modifié, je sais pas. C'est peut-être ça qu'il voulait dire, non? Je sais pas, moi à l'époque, je n'ai plus vécu en Slovénie, mais il a toujours été convenu qu'on a une constitution où chaque république fédérale pouvait se séparer. La constitution respectait les accords d'Helsinki. Il fallait une consultation de toute la population de la fédération. Elle n'a pas eu lieu. Il y a peut-être une consultation, un référendum des Slovènes, mais il n'y a pas eu de référendum général. Or, les accords d'Helsinki disent bien, on ne modifie plus les frontières d'un État sans l'accord de toute la population. Toute la population. La Slovénie n'était pas un État dans la Yougoslavie, c'était une partie de la C'était une république fédérale qui avait une entité étatique. Et en même temps, la Croatie s'est séparée. Il n'y avait pas que la Slovénie. C'est pareil. Les deux se sont séparés parce qu'ils considéraient que la vie dans cette fédération n'était plus vivable. Bon, tout ce qu'on peut penser de bien de la conférence de Helsinki, c'est un formidable outil qui a mis la fin à la guerre froide. C'est énorme. Bon, je vais continuer justement en parlant des guerres. Mes deux parents, alors la première conférence pour la paix, ça je voulais le dire aussi puisqu'on parle de la paix, la première conférence de la paix a eu lieu en 1899. À l'instar, c'est organisé par le tsar Nicolas II de Russie. Il a réuni 27 pays, dont 21 du continent européen à l'époque. Alors, la Première Guerre mondiale, mes deux parents sont nés juste avant la Première Guerre mondiale. L'archiduc d'Autriche est venu voir ces terres qu'il avait annexées en Bosnie. Donc c'était une pure provocation. Et ça a conduit à l'attentat. Bon. Mais, il était prévu. Alors, je vous conseille de garder des vieux livres. Quelquefois, on trouve des choses qui ne sont plus dans les nouveaux. Moi, j'ai un petit Robert. Le petit Robert que j'ai, mon propre, il y a 8 pages sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc il était prévu d'en finir avec le foyer de slavisme que constituaient les Serbes pour l'Autriche. Il fallait en finir avec le foyer de slavisme des Serbes. Il y avait déjà une intention de détruire la Yougoslavie. Bon, ça n'a pas marché, ça s'est terminé par un armistice, comme vous savez, et on a créé la SDN pour qu'il n'y ait plus de guerre. Malheureusement, la SDN n'a pas pu faire grand-chose, et mon frère et moi nous sommes nés juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est quand même terminée par une victoire,
Mais il y a eu donc cette destruction de la Yougoslavie, comme je viens d'expliquer, en totale illégalité du droit international. Que vous le vouliez ou non. Alors ensuite, donc on a parlé de la paix, on a parlé... Ah oui, alors la paix, je disais donc au début que la paix était possible, qu'elle ne coûtait pas grand-chose, hein, il n'y a pas de budget à augmenter, hein, comme pour l'armée, il n'y a pas de budget. Et puis en plus, ce qui est très important, dont on ne parle pas suffisamment, c'est la pollution. Les guerres, non seulement font des victimes, mais font beaucoup de pollution également. Les pays qui ont été en guerre, leur sol est pollué pour des années avec des mines qui restent ou des produits, des bombes, etc. J'ai des amis qui ont l'idée de faire une brochure sur ce sujet-là qui n'est pas suffisamment abordé, à mon avis. L'agent orange, Vietnam, par exemple. Et alors, donc, à la Deuxième Guerre mondiale, donc 39-45, la victoire, et il y a eu tout un mouvement plus ou moins européen. Il y a eu la communauté des 6, après ils étaient 9, après ils étaient 12. Mais il y a eu surtout la constitution du Conseil de l'Europe. Là, j'ai la carte. Le Conseil de l'Europe, que maintenant la Russie a quitté. Ce Conseil de l'Europe a démarré à 10 États, rejoint très vite par 2 autres États. Donc ils ont signé à 10 États, ils ont été rejoints par 2 États tout de suite après. Et aujourd'hui, ils en sont à 46. 46 États, mais la Russie a quitté ce Conseil de l'Europe. Pourquoi? Parce que pour qu'un pays rentre dans l'Union européenne, il doit d'abord être membre du Conseil de l'Europe. Comment voulez-vous que le Conseil de l'Europe reconnaisse l'indépendance de la Slovénie puisqu'elle était en violation des accords d'Helsinki? Donc la Russie a quitté le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe aujourd'hui est complètement sous la coupe de l'Union européenne. Quand le traité de Maastricht a été signé, j'ai eu l'idée de comparer le Conseil de l'Europe que je connaissais très bien et l'Union européenne. Alors j'ai pris le nombre d'habitants et le budget pour chacun. Eh bien, à l'Union européenne, à l'époque, en 92, il y avait 1000 € de plus par habitant pour l'Union européenne. Je ne sais pas d'où vient cet argent. Voilà, et par exemple, le sigle du Conseil de l'Europe, qui est le drapeau à 12 étoiles, que le Conseil de l'Europe a choisi en 54 par là, parce qu'ils étaient déjà 14 membres, donc ils disaient qu'il faudrait quand même qu'on ait un emblème. Ils ont choisi parmi plusieurs projets. Je ne sais pas qui l'a fait, c'est une dame. Ils ont choisi cet emblème à 12 étoiles. Mais quand la communauté européenne est passée de 9 membres à 12 membres, ils se sont appropriés cet emblème. Autrement dit, ils l'ont volé, voleur. Ils l'ont volé au Conseil de l'Europe. Et maintenant, vous le voyez partout, même dans des catalogues de vente du prenez Lidl, par exemple, qui est une chaîne allemande, entre autres, sous des produits, ils mettent ce sigle en mettant Made in Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe est un continent. Aujourd'hui, tout est européen, on n'y comprend plus rien. Tout le temps, on nous parle de l'Europe. On lit dans les journaux l'Europe, les Européens. La plupart du temps, c'est les 27. Il y a 46 États quand même. Il y a 49 États en Europe. Donc c'est de la manipulation. On peut dire les 27, on peut dire l'Union, on peut dire l'Union européenne, on peut dire l'UE, on peut même dire Bruxelles. Il y a le choix quand même. On ne dit pas l'Europe pour parler des 27. C'est malhonnête. C'est tout, c'est simple. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Donc moi j'ai énormément de documentation sur le Conseil de l'Europe, parce que jusqu'à ce que l'Union européenne existe, je connaissais que le Conseil de l'Europe. J'ai énormément de documentation. Je les appelais, je leur téléphonais, je leur disais, ah, j'ai plus de documents, vous pouvez m'envoyer un peu de documentation. M'envoyer de documentation.
Mais maintenant, ils sont complètement sous l'emprise de l'Union européenne et même de l'OSCE maintenant aussi. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose quand même et que vous pourrez le transmettre aussi. Parce que c'est ça qui est important. On est désinformé, alors il faut s'informer et puis informer autour de nous. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, alors des extraits du traité de Maastricht, très intéressant. Le titre 1, article F. Le traité de Maastricht, il est là, vous pourrez vérifier. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Le titre 1, article F, les 12 qui signent le traité de Maastricht se présentent comme étant des gens très bien, n'est-ce pas, et respectent la Convention européenne des droits de l'homme. Et ils vous disent exactement où ça a été signé, quand ça a été signé. Ils oublient l'auteur. Et l'auteur, c'est le Conseil de l'Europe. C'est son œuvre majeure qu'il a fait 1 an après sa création. Je l'ai là quelque part. Voilà. Voilà. C'est honnête ça? Encore? Donc, alors, les extraits. Alors, il y a un autre extrait qui est formidable. Alors, donc, quand la Slovénie a été reconnue par l'Allemagne et le Vatican, sans consultation de tous les Yougoslaves, alors, après, il y a eu Monsieur Védrine. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il était. Alors lui, il a écrit un article dans Le Point. Alors, Le Point du 21 octobre. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Le Point du 21 octobre. Il disculpe l'Union européenne. Alors, il dit l'Europe. Alors qu'il ne s'agit pas de l'Europe. Ex-Yougoslavie. L'Europe doit se déculpabiliser. Oh, la pauvre petite. Alors, tout l'article, l'Europe, 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 l'Europe. Mais la conclusion, la dernière phrase, écoutez bien. Il appartiendra à l'Union européenne d'européaniser les Balkans. Les Balkans sont au cœur de l'Europe. Mais c'est de la pure colonisation. Et à propos de l'Europe, justement, qui est toujours choisie comme pour parler des 27, rappelez-vous Camus. Camus avait dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Et mal nommer les choses, c'est voulu. Il faut en prendre conscience. C'est tout. Alors, qu'est-ce que j'avais ? Alors, par exemple, moi, j'aimerais, j'ai une brochure en préparation là, qui s'appelle « De l'union à l'unité ». Parce qu'il n'y a pas tellement d'unité, finalement, parmi les 27. Hein. On en entend souvent parler. Je propose, parce que critiquer, c'est une chose, mais il faut proposer autre chose. Alors, je propose qu'on reprenne les objectifs du Conseil de l'Europe, qui était très en avance. Il parlait déjà de la biodiversité. Hein. Donc on reprend les objectifs du Conseil de l'Europe, on reprend les accords d'Helsinki, et avec le budget de l'ex-Union européenne, parce que semble-t-il, eux, ils ont le fric. Voilà. Si c'est là, c'est à consulter quand vous voulez. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, l'extrait. L'extrait du traité de Maastricht, alors là, c'est au titre 5. Titre 5, article J1, comme premier jour. 5 comme les doigts de la main, article J1, comme premier jour.
Donc, si vous m'avez suivi, la violation des accords d'Helsinki a entraîné la guerre en Yougoslavie et sa destruction, pour ne pas dire son assassinat, en totale illégalité. Eh bien, le titre 5, l'article J1 de l'article 5, prône ceux qui ont violé les accords d'Helsinki, prônent les accords d'Helsinki pour la paix. Non mais de qui on se moque là? Et cerise sur le gâteau, comme on dit chez nous, en 2013 ou 2014, je crois, l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix. Bon, alors, il y a eu aussi en 1999 le bombardement de l'OTAN sur la Serbie pendant 2 mois et demi, sans mandat de l'ONU. Ça, c'est connu, hein. Vous le saviez, non? C'est marqué dans beaucoup de journaux. Sans mandat de l'ONU. Eh bien, donc, pour en revenir à l'Ukraine, par exemple, l'Ukraine a reçu son indépendance en 91, août 91. La Slovénie a demandé la sienne fin 91. En août 91, l'Ukraine a demandé son indépendance. Elle a reçu l'indépendance du Soviet suprême. Il n'y a pas eu de problème. À un moment, il y a la Crimée, qui est quand même une péninsule, hein, c'est un peu détaché de l'Ukraine un petit peu. Hein. La Crimée a demandé par référendum son rattachement à la Russie. Ça s'est fait sans problème. Mais ça ne plaît pas à l'Occident. Ce référendum ne plaît pas à l'Occident, donc l'Occident le rebaptise annexion. Par contre, la réunification de l'Allemagne, qui est une très bonne chose, ça je ne dis pas le contraire. La réunification de l'Allemagne, vous avez RFA plus RDA égale RFA. Il n'y a pas eu de nouvelle constitution commune. Elle était prévue. Alors c'est une réunification qui est une annexion en fait. Mais comme ça plaît à l'Occident, ça s'appelle réunification. Ça suffit quoi. Voilà, s'il y a des questions, des remarques, des choses à ajouter, des informations que je n'aurais pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est votre activité, si vous êtes journaliste, écrivain, avec une vocation à faire la politique, parce qu'on ne vous connaît pas du tout. Voilà, ben, oui, je ne me suis pas présentée. C'est pas grave, voilà. Vous allez faire maintenant. Alors, je vais vous dire. Déjà, j'ai découvert la Yougoslavie, que je ne connaissais pas du tout. Ça a été le coup de foudre, en 83. Et je me suis trouvée au chômage. Alors, toute ma vie, j'ai eu 2 enfants en 2 ans, donc j'ai élevé mes enfants. J'ai suivi la carrière du papa. Donc, partout où il allait, je prenais les boulots que je trouvais, hein. Aussi bien femme de ménage qu'institutrice, peu importe. Et puis, les enfants grandis, le divorce fait, je me suis trouvée au chômage. Alors, comme j'avais jamais eu l'occasion, j'avais le bac déjà pour une femme née en 38, c'est déjà pas trop mal, mais j'ai pas eu l'occasion de faire des études. Je me suis mariée tout de suite, 2 enfants tout de suite, et voilà. Et alors là, j'étais au chômage, j'ai dit tiens, je vais demander à faire une formation histoire d'améliorer un peu les choses, quoi. Formation refusée. On ne me dit pas pourquoi, bien sûr, mais comme je suis un peu têtue, hein. J'ai un père breton et une mère américaine, peau rouge, pas peau rouge, mais... Et j'ai demandé, c'était à cause de mon âge. J'allais aller à la retraite, comme beaucoup qui sont au chômage, on allait à la retraite, on en parle de ça. C'est beaucoup de gens à qui ça arrive. Alors, j'étais à Paris, j'ai dit, tiens, c'est comment une fac? Je n'avais jamais mis les pieds dans une fac. Je suis allée voir la fac de Paris 3 sans bonne nouvelle. Je me suis inscrite.
pas de problème, on inscrit à tout âge. Hein. Et j'ai passé une licence. Et je l'ai eu, malgré mon âge. Seulement j'avais 3 ans de plus, j'étais encore plus vieille, donc je n'ai pas trouvé de boulot. Donc j'ai eu beaucoup de temps libre. Voilà, c'est mieux comme ça. Une licence de quoi? Pardon? Une licence de sur quel thème? Communication. Communication, et à cette occasion j'ai découvert un livre très intéressant aussi que je peux partager avec vous. C'est sur le changement. C'est l'école de Palo Alto qui a écrit un livre sur le changement. C'était des thérapeutes, alors ils recevaient des gens qui avaient des problèmes, et puis eux ils se réunissaient entre eux pour discuter des cas qu'ils avaient. Ils disaient, oh là là, celui-là, on en a au moins pour 3 mois. Et puis un autre, oh bah lui, en une semaine, c'est réglé. Puis pas du tout, ça se passait pas du tout comme ça. Alors ils ont étudié à fond qu'est-ce qui aide un changement, qu'est-ce qui empêche un changement. C'est très intéressant, c'est un tout petit bouquin, ça s'appelle Le Changement. Changement, de Paul Vaclavitch et Walter, ils sont plusieurs. Et la PNL s'inspire beaucoup de leurs travaux, si vous connaissez un peu. PNL, oui. La programmation neurolinguistique, oui. S'inspire beaucoup de leurs travaux. Mais alors ce bouquin sur le changement, c'est génial. Par exemple, moi je prends quelquefois l'exemple de l'Union européenne. Si on fait des changements à l'intérieur de l'Union européenne, alors que c'est le cadre qu'il faut changer, ça ne va pas. Quelquefois c'est l'intérieur qu'il faut changer, quelquefois c'est le cadre, il ne faut pas se tromper de niveau. Voilà, je vous recommande, hein, c'est très facile à lire, c'est très intéressant. Changement. Si on voudrait que ça change en ce moment. Hein. Alors, on peut étudier qu'est-ce qui peut aider le changement et qu'est-ce qui l'empêche. Moi, je ne suis pas sûr que l'inconscient collectif veut vraiment que ça change. Je sème des petites graines, hein, elles pousseront, elles pourront. Transmettez aussi tout ce que vous pouvez transmettre. Je ne suis pas convaincu que les... Aujourd'hui, on dit qu'on se connecte de plus en plus et on se parle de moins en moins. Il faut se parler. Quand vous voyez quand ils ont pris la Bastille, il y a un film qui est sorti qui s'appelle « Un peuple et son roi ». Les gens à l'époque, ils n'avaient aucun des outils qu'on a nous maintenant. Et bien avec les outils qu'on a nous maintenant, on ne ferait pas la moitié de ce qu'ils ont fait. Les gens se parlaient, ils se connaissaient. Voilà. Il faut se réhumaniser. L'outil ne nous sauvera pas, il peut nous aliéner. Hein? L'outil ne nous sauve pas forcément, il peut nous aliéner. Oui, absolument. Regardez la voiture, c'est pratique, mais les gens ils s'en viennent pas. Non, mais il faut se réhumaniser. Vous savez, une crise a toujours une raison d'être. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le mot apocalypse en français, il veut dire à la fois catastrophe, ça tout le monde connaît, mais la racine grecque du mot veut dire révélation. Ça marche ensemble. Et vous avez aussi l'idéogramme chinois qui veut dire crise et il veut dire également opportunité. Alors j'ai un lycée à côté de chez moi, je discute avec les jeunes des fois. Je leur dis alors on n'a pas choisi la crise, hein. Alors bon, ben, j'ai dit mais on va peut-être choisir qu'est-ce qu'on fait avec. Alors là ils me font un grand sourire. Ben oui. Moi, je suis désespérée, pleine d'espoir. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Ah oui, il y a un truc aussi, moi, qui m'a choqué. C'est le nouveau Front populaire. Il n'était pas majoritaire, d'accord. Mais il est arrivé quand même en tête. Vous vous rappelez? Il n'a pas été écouté du tout. On n'a pas du tout été écouté. C'est normal ça dans une démocratie? Une démocratie digne de ce nom ne fait pas ça. Non, il ne faut pas se laisser faire. Chacun peut faire. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de l'histoire de la goutte du colibri. Quelqu'un connaît la légende du colibri? Qui ne la connaît pas? Bon, alors, il y avait le feu dans la forêt, en Amazonie, par exemple. Et alors, ça brûlait bien. Hein.
Alors les animaux, le lion, l'éléphant, tout ça, ils se demandaient, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On part, on reste, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ils voient passer un colibri avec une goutte d'eau. Et puis ils repassent. Et encore. Ben, à la fin, ils se moquent de lui. Il dit, mais colibri, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben je fais ma part. Ben faisons notre part. L'océan, avant de connaître cette légende, je disais toujours, l'océan est rempli de gouttes d'eau. Et chaque goutte est remplie de gouttelettes. Il y a plein de petites choses à faire. Il ne faut pas croire, on ne va pas faire la révolution, mais chacun peut faire quelque chose. Déjà, d'essayer d'avoir des pensées positives, constructives. Parce que les pensées négatives, j'en entends à longueur de journée. Hein. Ah, ça va mal, et puis ça va aller de plus en plus mal, et puis voilà. Une fois qu'on a dit ça, hein, ça ne va pas faire avancer beaucoup. Hein. Il y a quand même... moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être en contact avec les Peaux-Rouges. Les Peaux-Rouges, les premiers Américains. Tout ce qu'ils ont subi. Et ils sont encore là. Et ils sont toujours là. Et maintenant même, il y en a qui nous invitent à les rencontrer sur place pour qu'ils nous fassent connaître leur culture traditionnelle qui leur a permis d'être encore là aujourd'hui. Oui, mais enfin, on les a parqués quand même. Pardon? On les a parqués. Non, ils ne sont pas tous parqués, monsieur. Il y en a qui vivent en ville, il y a des avocats, il y a des médecins, il y en a au gouvernement. Ils ne sont pas tous parqués. Par contre, il y en a qui ont leur village pour touristes dans la journée, et puis le soir, ils rentrent dans leur vrai village. Non, mais ils ont des phrases, j'en ai mis une là, sur la carte de l'Europe, du monde, la carte du monde. J'ai mis le monde avec ceux qui croient que la terre leur appartient et ceux qui savent que nous lui appartenons. C'est très simple, hein? C'est tout. Tout est tout. Moi, j'en veux beaucoup. Ils m'ont beaucoup appris de choses. Parce que ma maman, il est aux États-Unis. Voilà, voilà. Il y a une association à Paris de solidarité avec les Peaux-Rouges. Ça s'appelle CSIA, Comité de solidarité avec les indigènes d'Amérique. Vous trouvez facilement. Au mois d'octobre, tous les ans au mois d'octobre, on a une journée de solidarité. En souvenir du 12 octobre 1492, quand ils ont trouvé Christophe Colomb par terre, qui se croyait en Inde. Ils l'ont sauvé. En parlant de Peaux-Rouges, oui. Tous les mois d'août, tous les premiers week-ends d'août à Steinbern, en Alsace, pendant 2 jours, il y a un festival de country music. Il y a une partie cow-boy, avec les rodéos et tout, et vous avez aussi des parties d'Indiens, avec les tipis, etc. Avec les danses indiennes, les costumes, ils ont fait eux-mêmes. Il y en a un an en place, c'est magnifique. Mais ils ont surtout une grande sagesse incroyable. Ils vous disent, quand tu cueilles une fleur, veille à ne pas déranger une étoile, car tout se tient. C'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Tout se tient. C'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Hein? C'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Mais il a dit, mais ça vient des Peaux-Rouges. C'est une phrase des Peaux-Rouges. Une fleur dérange une étoile. Oui, c'est une phrase des Peaux-Rouges. Il y a des gens qui ne citent pas toujours leur source. Peut-être qu'ils l'ignoraient. Ils connaissaient peut-être la phrase comme ça. Je sais que ça. Oui. Mais c'est pas de lui. Oh, il y en a beaucoup. Hein, beaucoup. Ne juge pas quelqu'un si tu n'as pas marché dans ses mocassins. Voilà. Ben voilà, vous avez encore des questions, des choses à dire? Moi, je voudrais... Finalement, quel est votre message en venant ici? Le message, c'est que la paix est possible. Ah oui, pour l'Ukraine. Alors, non, globalement, non, mais la paix, comme je disais au début, la paix, elle est possible, elle ne coûte rien et elle ne pollue pas. Alors, en ce moment, en Europe, quel est le problème? La Russie et l'Ukraine.
Alors, donc l'Ukraine, je vous disais, qu'elle avait été indépendante en 91, août 91, par le Soviet suprême. Et, ah oui, j'ai un document là, absolument, on fait bien me rappeler ça. L'Ukraine, donc, il y a eu le rattachement de la Crimée. Et alors, je ne sais plus en quelle année ça a été, mais j'ai un document, mais où est-ce que j'ai mis? J'ai un document, oui, ah oui, il est dans le... Voilà, il est là, il est là. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Donc, l'Ukraine et la Russie. Alors, quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, voilà, c'est ça que j'ai encore ça à vous dire. Quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, Gorbatchev faisait partie des gens qui devaient donner leur accord. Alors, il a bien voulu donner son accord, mais il a demandé quelque chose. Il a demandé que l'OTAN ne s'approche jamais des frontières de la Russie. Et on lui a promis. Et cette promesse est valable pour Poutine. Et l'Ukraine aujourd'hui est candidate à l'OTAN. Or, l'OTAN, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a bombardé pendant 2 mois et demi la Serbie sans mandat de l'ONU. Donc en illégalité. Donc voilà. Et l'Union européenne, donc, est fondée par 12 violeurs des accords de Helsinki. Donc l'Ukraine candidate à ces 2 instances-là, c'est pas possible. Il faut donc suspendre la double candidature de l'Ukraine. Et il n'y aura plus de problème. Et le dernier truc que je voulais dire, c'était que la suspension de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, en attendant qu'il soit jugé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais les juges qui pourraient faire ça, figurez-vous, la plupart, ils sont en prison. Ils n'ont rien fait, mais ils sont en prison. Parce qu'il y a des juges quand même. Mais en fait, on a des textes. J'ai discuté avec mon petit-fils qui a 24 ans. J'ai dit, mais mon chéri, on a tout ce qu'il faut pour vivre en paix. On en a même de trop. On a trop de textes. L'Union européenne a fait sa charte des droits fondamentaux. Mais quels droits fondamentaux l'Union européenne peut avoir de plus que les autres? Je sais, j'y étais. Il y a un journaliste qui y allait qui m'a invité. Qu'est-ce que l'Union européenne a besoin de prendre des chartes des droits fondamentaux? N'importe quoi. Alors c'est ce document que je vous invite pour venir le voir de près. C'est un document officiel de la soi-disant construction européenne. Sur ce document, vous avez ici en tout petit, fin 2004, révolution orange en Ukraine. Est-ce que vous savez ce que c'est que la révolution orange? Quelqu'un sait ce que c'est que la révolution orange? Il n'y a pas une personne qui sait? Non. Les révolutions oranges sont organisées par le milliardaire George Soros, maintenant c'est son fils parce que lui il a 95 ans, pour donner aux gens l'envie de rentrer dans l'Union européenne. Renseignez-vous. Il y a des gens qui savent. Donc, j'ai trouvé ça. Ils sont tellement bêtes qu'ils ont mis ça sur leur document officiel. C'est quelque chose de mauvais qu'ils ont fait. Et ils le mettent sur leur tableau. Voilà, je vous invite à vous approcher, à consulter les documentations. Et là, vous voyez, j'ai une affiche du Conseil de l'Europe de 92. Son sigle n'était pas encore modifié. Il a été modifié en 92, quand le traité de Maastricht a été signé. Vous êtes obligé maintenant de mettre un grand C dans le drapeau. Ça, c'est le Conseil de l'Europe sur cette... Pardon? C'est le Conseil de l'Europe qui a mis son sigle sur cette exposition? Ça, c'est une exposition du Conseil de l'Europe avec le sigle du Conseil de l'Europe. C'est une exposition qui a été volée par l'Union européenne. C'est une exposition mythique, hein, ça. Pardon? C'est une exposition qui a fait date. Hein. Très
92. Ah, une importante, des meilleures dans son C'est intéressant qu'en 92, ils arrivaient encore à mettre leur cible. Oui, et surtout, ils ont organisé quelque chose de mythique. Hein. Enfin, tout le monde en parle encore. Parce que maintenant, il est avec un... Vous le verrez là. Il est avec un... Et là, j'ai aussi un... truc comme ça. Les 12 étoiles. Et derrière, c'est marqué Conseil de l'Europe. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc, cet emblème a été volé par l'Union européenne. Et j'ai des trucs, des catalogues de vente de Lidl par exemple, ils mettent ça. L'Union européenne, elle met ça, fabriqué en Europe. On n'y comprend plus rien, quoi. Et dernière chose, alors là, c'est pas la cerise sur le gâteau, mais la poire ou je sais pas quoi. J'ai même découvert, avec tout mon temps libre, hein, j'ai découvert qu'il y avait des comment ça s'appelle, des codes téléphoniques en attente. Au cas où on pouvait encore couper les pays en deux. Voilà, dans un lanière. Je mets ça dans un lanière. Alors, il y a le 388, 83 et 84 qui ne sont pas attribués encore. Parce que vous savez qu'il est question de faire du Kosovo un État. Alors que c'est une partie de la Serbie. D'ailleurs, Kosovo, c'est du serbe. Ça veut dire merle en serbe. Pleine des merles. Donc il y a des numéros qui attendent. Et puis l'OTAN, je voulais en parler aussi parce que là c'est pas l'Europe, mais tout à l'heure j'ai parlé de l'OTAN qui a remplacé la SDN, et ça fait un moment, hein. L'OTAN qui a découpé la Palestine en deux parties inégales au détriment des Palestiniens. Vous êtes au courant, il y avait 55% de la terre de Palestine pour les Juifs et les Palestiniens leur restaient 45%. Et l'ONU n'a jamais pu empêcher la colonisation. Ils ont pondu plein de trucs qui disaient qu'il ne fallait pas coloniser, ils n'ont jamais pu arrêter la colonisation. Donc aujourd'hui, l'ONU, il faudrait le remplacer aussi. On a remplacé la SDN par l'ONU. Enfin, il serait temps de remplacer l'ONU par autre chose aussi. Oui, mais quoi, justement, pas remplacer par autre chose, mais quoi, comment, il faut trouver les gens honnêtes et de bonne volonté, hein. Ça se fait rare. Hein. Oui, donc je sais. Ouais, vouloir un monde idéal, on n'est jamais. Non, pas idéal, mais enfin, aller reconnaître la Palestine devant l'ONU, étant donné la responsabilité de l'ONU dans le conflit actuel, franchement, excusez-moi. Non, mais c'est pas que ça, il y a 2000 ans qu'il y a des conflits, il y a 2000 ans que... Et moi, je note une chose dans ce monde moderne, c'est que les livres sur la guerre et les films sur la guerre font recette. Donc je pense que l'humanité... C'est qu'il y a le fric qui compte. Non mais l'humanité aime ça quand même, dans la conscience. L'humanité, on lui fait, mais on lui fait. On n'a pas commencé avec les conflits, vous savez, de l'Empire romain. Il y a Jésus qui vient faire des petits... Depuis l'origine de l'humain, de la... C'est pas que l'humanité aime ça, c'est qu'on lui fait. On lui fait. Vous n'êtes pas au courant, vous êtes au courant de l'image de la télévision que vous n'avez pas le temps de voir? Ça s'appelle l'image subliminale. Hein, oui. Elle vous met ce qu'elle veut dans votre cerveau. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on peut descendre télé, moi j'ai pas de télé. Hein. J'ai pas de télé, je m'en passe. Pour faire rencontrer les gens. Non mais la crise elle n'est pas là par hasard. Hein. Il faut qu'on revoie un petit peu notre mode de fonctionnement là. Ça rappelle votre question. Alors, j'ai affiché un poème, je suis en rez-de-chaussée au une étallerie, hein, ceux qui veulent passer, vous serez les bienvenus. Je vous offre un verre.
j'ai affiché un poème iroquois en 3 mots. Alors, les Iroquois font partie d'une confédération. C'est une confédération humaine, les Iroquois, qui est la plus ancienne du monde et des Peaux-Rouges et qui existe encore de nos jours. Et parmi eux, il y a les Mohawks. Donc là, c'est un poème Mohawk, un poème iroquois de Mohawk. Il regroupe 6 nations. 3 lignes. Quand il aura coupé le dernier arbre, pêché le dernier poisson, pollué la dernière rivière, l'homme saura que l'argent n'est pas comestible. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre attention. Et venez voir les documents. Merci. Quand on a voté pour Maastricht, quand le traité a été signé, rappelez-vous, les premiers qui ont dit non, les Danois, on les a fait pour revoter. Non, on se fout du monde, hein. On se fiche de nous. Mais on en demande. On avait dit non, nous aussi, la France. Hein? Nous, la France, on a dit non aussi. On a dit non, nous aussi, la France. Non, on a dit non pour la constitution qui venait après. Là, je vous parle du traité de Maastricht de 92. Ah, d'accord. On a voté tout juste 50, hein, 51. Non, mais c'est ça, et le nouveau Front populaire, on n'a pas été entendu du tout. C'est ça, la démocratie. Ça va pas, non? Faut se réveiller. Qui a connu Mouna, là, parmi les gens un peu de mon âge? Il y a des gens qui ont connu Mouna. Mouna, le vieux, avec sa casquette. Oui, Mouna Guigui, avec son réveil au milieu d'un Mouftar. Réveillez-vous! Ouais. Non, non, il faut se reprendre. Ouais. Là, on se laisse aller. Alors, où est-ce qu'ils veulent nous amener alors? Pardon? Ils veulent nous amener où alors? Qui? À tous ces gens-là. Le système. Mais nous, où veut-on aller? C'est ça qu'il faut, c'est la question qu'il faut se poser. C'est pas se poser la question où ils veulent nous emmener, c'est nous où on veut aller. Oui, mais c'est eux qui mènent là. C'est eux qui Non. mènent là. Mais et nous, alors on n'est rien du tout. Il n'y a plus de révolution, il n'y a plus rien. Il y a des manifestations comme ça, il faut... C'est trop facile ça. Comment que la royauté s'est terminée? Vous savez, je vais vous dire une chose, notre ami là, il m'a fait des interviews. Il m'a fait une interview en février 23. J'ai dit 2 ou 3 petites choses sur l'Union européenne. 2 mois après, j'avais une ligne fixe SFR. 2 mois après, ma ligne est tombée en panne. Elle a été résiliée sans prévenir. Et elle n'est toujours pas rétablie. Non, mais ils savent pas à qui ils ont affaire. Hein. On fait plus que ça. Voilà, donc là j'ai des documents si vous voulez les consulter. T'as fini les hommes. C'est la fin. Tu parles? Quoi? Novembre-décembre 2004, révolution orange en Ukraine. Malade de marquer ce on est malade. Hein. J'arrête tout là. À bientôt sur Gojo TV.